Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. Alors, il y a eu un cyclone à Mayotte, hein, je pense que vous le savez. Évidemment, en tant que Martiniquais, ça nous parle, hein, bien évidemment. Hein. J'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi. Les dégâts sont très importants, compte tenu du fait que beaucoup de gens étaient dans des constructions précaires, comme ça existe en Martinique, en Guadeloupe, etc. Alors peut-être un niveau moindre, peut-être. Mais toujours est-il qu'il y a une constante dans nos pays, et c'est ce que je vous dis dans toutes ces vidéos, même les premières vidéos, vous comprenez pourquoi je vous dis ça. Il y a une constante, c'est que économiquement, on est toujours bancal. C'est toujours pareil. C'est un équilibre bancal, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, ce que vous voulez. Mais c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, mes amis. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. C'est-à-dire que c'est bancal, mais tant qu'il ne se passe rien de grave, la bancalité, est maintenue en équilibre. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas, hein, mais vu qu'il n'y a rien de grave, on rafistole. Le jour où il y a un problème, cyclone, etc., ou crise économique grave, tout s'effondre. Et ça, c'est dans tous nos pays, c'est pareil. C'est pareil. Donc, on se demande, que fait l'élite locale? Parce que moi, encore une fois, j'accuse ouvertement l'élite locale, enfin, je ne sais même pas si c'est une élite, mais le milieu politique local, les décideurs locaux, qu'est-ce qu'ils font, d'une part, et de l'État français, en fait. Mais en réalité, vous savez quoi? L'État français est dans ces pays-là, mais c'est par intérêt militaire, etc. C'est pas un projet de développement de nos territoires. Du tout. Du tout. C'est absolument pas un projet de développement de nos pays, hein, du tout. C'est parce que, d'un point de vue militaire, c'est intéressant. Je vais vous passer une vidéo, c'est l'extrait d'une vidéo, c'est Blast, le souffle de l'info. Allez voir cette vidéo, c'est très bien décrit. Alors le titre, c'est Un drame écrit d'avance, Mayotte face au désastre du cyclone, je sais pas. Voilà, parce que moi, au moment où je vous parle, la vidéo est sur ma télé, donc j'ai pas tout le titre. Mais vous trouverez facilement. En tout cas, bon, je vous passe un petit extrait, on en parle juste après. De cette île, c'est sans cesse une course en fait contre le temps, où l'État est sans cesse en train d'essayer de répondre à des problématiques qui se sont créées sur place. Jamais il n'a réussi et jamais il n'a voulu en réalité anticiper les problématiques. Et ça touche tous les domaines. On a vu il y a un an, il y a eu la crise de l'eau à Mayotte. La crise de l'eau, c'est quelque chose qu'on voit venir depuis 20 ans. On sait qu'il va y avoir des pénuries d'eau et pourtant, rien n'a été entrepris. Faute d'infrastructures et de gestion prévisionnelle, il ne reste qu'une seule option, rationner l'eau. Et depuis lundi, les coupures sont devenues encore plus drastiques. 36 heures ou 48 heures d'affilée. Dans le 101e département, je tiens à le souligner. Hein. Et on n'est pas sûr de pouvoir tenir actuellement pour 24 heures déjà. On met des bouteilles de réserve également. Au quotidien, on achète de l'eau, quoi. Et l'eau, on sait très bien qu'à Mayotte, c'est pas donné. Quand on a un pack de 6 qui coûte 7 euros, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas qu'il n'y a pas de programme ou de financement. Il y a des financements qui sont débloqués. Mais en fait, une fois qu'on a débloqué les financements, la machine ne suit pas derrière, parce qu'il y a des difficultés liées au territoire, mais parce qu'il y a une absence de volonté aussi de la part de l'État. Et là, on retrouve ça dans tous les domaines. C'est une responsabilité qui va jusqu'aux plus hautes sphères de l'État français, et qui s'explique, moi en tout cas, que j'explique en partie par le fait que c'est un territoire qui est perçu comme lointain, qui est perçu comme finalement assez peu important, alors qu'il a une importance stratégique non négligeable pour la France, et donc qui est négligé, et ça crée des frustrations et une colère assez importante.
fait la France à Mayotte? C'est une bonne question que beaucoup se posent en fait. L'État a colonisé l'archipel des Comores et puis ensuite, quelque part, il a voulu rester un pied dans cet archipel et il a favorisé le mouvement pour Mayotte française qui visait à se séparer des autres îles et à rester au sein de la République française. C'était en 1975, parce qu'il faut savoir que les Comores revendiquent la souveraineté sur Mayotte et que, à de multiples reprises, l'Assemblée générale des Nations Unies a condamné la France, parce que selon le droit international, Mayotte est un territoire comorien. L'archipel des Comores, c'est 4 îles. Donc il y a l'île de Mayotte, Maoré dans son nom comorien, il y a l'île de la Grande Comore, Ngazidja, l'île d'Anjouan, Zouani et l'île de Moélie-Moali. Ce sont des îles qui se situent à mi-distance à peu près entre Madagascar et le Mozambique, dans ce qu'on appelle le canal du Mozambique. C'est une zone très stratégique, le canal du Mozambique, parce que c'est notamment une zone très fréquentée par les navires, notamment les pétroliers. Aujourd'hui encore, 30% du transport maritime passe par cette zone, et donc ça veut dire que c'est vraiment une position très importante. C'est pour ça que la France continue d'y être aujourd'hui, et qu'il y a un détachement de la Légion étrangère à Mayotte notamment. Et donc ce sont 4 îles qui ont une histoire commune, qui est faite de flux migratoires venus d'un peu partout, du golfe Persique, du golfe arabique, de la côte est-africaine ou de Madagascar, qui se sont constitués au fil des ans, et donc qui ont été colonisés au 19e siècle, en 1841 pour Mayotte, et puis les années suivantes pour les 3 autres îles, par la France. Le 22 décembre 1974, donc on va bientôt célébrer le 50e anniversaire, la France organise une consultation pour demander aux Comoriens s'ils veulent devenir indépendants ou s'ils veulent rester au sein de la République française. Les Comores, c'est une colonie française, mais qui n'a pas obtenu son indépendance en 1960 comme la plupart des colonies africaines de la France. Ça a pris un peu plus de temps, notamment parce que la notabilité aux Comores n'était pas forcément très pressée de se séparer de la France. Et donc, déclaration unilatérale de l'indépendance, et les Mahorais, sur place, font sécession. Il faut savoir qu'il y avait de grands débats à Mayotte, que c'est pas, contrairement à ce que veut faire croire la légende, c'est pas Mayotte qui d'un seul homme s'est levé pour rester française. Il y a eu d'intenses débats, il y a eu même des bagarres, il y avait des milices qui étaient pro-indépendance et anti-indépendance, qui se sont battues, qui se sont violemment affrontées. Et après la consultation de décembre 1974, tous les partisans de l'indépendance ont été chassés. Alors soit chassés physiquement, c'est-à-dire ils ont été envoyés sur les autres îles, on estime entre 1500 et 2000 personnes qui ont été chassées, soit chassés symboliquement, c'est-à-dire elles ont été marginalisées de la vie en société, de la vie du village notamment, et elles n'ont pu revenir quelque part participer à la vie de la communauté que lorsqu'elles ont fait amende honorable et elles ont prêté allégeance quelque part au mouvement pour Mayotte française. Ça peut paraître contre-intuitif de refuser l'indépendance, de vouloir rester sous un système plus ou moins colonial. Donc, pour ceux qui étaient partisans de Mayotte française, pour l'élite politique et économique au début, il a fallu inventer quelque part une histoire, ou réinventer une histoire. Il a fallu dire que les Mahorais n'avaient rien à voir avec les Comoriens, qu'ils ne parlaient pas la même langue, ce qui est faux, qu'ils n'avaient pas la même religion, ce qui est faux. Il a fallu quelque part embellir la colonisation française et, à contrario, salir l'histoire commune qui liait ces 4 îles depuis des siècles. Ça a été la première chose. Et la deuxième chose, une fois que la séparation a été actée, il a fallu défendre à tout prix le statut de département, parce que le statut de département était perçu comme l'assurance inscrite dans le marbre de rester français. Et donc, on a présenté le département comme le Graal absolu. Et quelque part, c'est devenu une nouvelle religion, le département. On se le transmettait de père en fils, ou de mère en fils, ou en fille. On disait, il faut absolument devenir département. Quelque part, c'était l'assurance d'une vie paradisiaque. Mayotte a fini par devenir département. Lorsque les Mahorais ont été consultés en 2009 pour savoir s'ils voulaient devenir département, 95% d'entre eux ont dit oui. Alors, quand vous écoutez les extraits que je vous ai mis, qu'est-ce qui ressort ? Ce que je vous disais juste avant, en fait, c'est stratégique, c'est militaire. Il y a le canal du Mozambique, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, qui veut rester dans des conditions de départementalisation, etc. Une petite élite locale, parce que économiquement, eux, ça les arrange. Ni plus ni moins. Comme je vous ai dit dans toutes ces vidéos, en tout cas, dans les dernières vidéos où je parle d'argent, etc., mais dans nos pays, c'est, encore une fois, c'est un petit groupe de gens. Et au sein de nos communautés, que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays du monde, c'est un petit groupe sur toute l'échelle sociale de nos semblables qui, eux, font tout, mais tout ce qu'ils peuvent
tout ce qu'ils peuvent pour bénéficier et entretenir le système. Alors bien sûr, avec l'aval des gouvernements, que ce soit Angleterre, France, ce que vous voulez, hein, avec l'aval des gouvernements, notamment là, dans notre cas, la France. Donc c'est un petit milieu politique, économique, etc., sur toute l'échelle sociale. Dans notre quotidien, c'est ceux qui veulent se blanchir la peau, d'autres, ce sont des politiciens qui veulent garder leur poste, des politiciens de chez nous, hein, que ce soit Martinique, Guadeloupe, etc. En Afrique, c'est exactement la même chose. Alors aujourd'hui, ça change un peu, certes, mais pendant des décennies, des présidents ont servi les intérêts de la France plus que leur peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça nous mène dans des situations débiles où, au final, le gouvernement, ce sont ces personnes-là qu'il met en avant, ces espèces d'esclaves qu'ils mettent en avant, parce que ces esclaves bénéficient davantage et servent leurs intérêts, l'intérêt du gouvernement, mais au détriment des trois quarts. Est-ce que vous voyez le truc? Je ne sais pas si je suis très clair. Dites-moi dans les commentaires si je suis très clair ou pas. Mais voilà pourquoi on se retrouve chaque fois dans tout un tas de panades. C'est parce que sur toute l'échelle sociale, que ce soit politique, culturelle, etc., il y a une catégorie de nos compatriotes qui, eux, préfèrent leurs intérêts. Se blanchir la peau, des postes en politique, de l'argent, etc., des avantages, etc., etc. Chacun à son niveau, à son intérêt. Mais le souci, c'est que c'est au détriment des trois quarts. Donc quand je vous dis de vous former, de vous informer, ce n'est pas des bêtises. Regardez des vidéos sur ce sujet, l'entrepreneuriat bien sûr, mais aussi la politique, la géopolitique, comment les choses fonctionnent. Allez sur des chaînes alternatives comme Blast, vous avez le Média, vous avez Mediapart, vous avez d'autres influenceurs qui font beaucoup de choses, Business et Réussite, Monsieur Philippe Simo, etc., etc., etc. On lâche rien. Blaf, à très bientôt.